La tempête de neige frappait violemment les baies vitrées de la salle de réunion au 40e étage de l'hôtel Sterling, mais la température intérieure chutait encore plus vite. J'étais assise en bout de table, une immense surface d'obsidienne, examinant la valorisation du portefeuille. Ma mère, Suzanne, fit irruption, secouant la neige de son manteau de vison comme si tout lui appartenait. Mon père et ma sœur la suivaient. Aucun ne croisa mon regard. « Chérie, 3 cafés lattés, s'il te plaît », lança-t-elle d'un geste vague, sans même me regarder. « Et dépêche-toi. On est là pour récupérer notre héritage. » Elle croyait que j'étais la secrétaire. Elisabeth Vance, notre notaire en droit des successions, ne releva même pas les yeux de ses dossiers. « Ce n'est pas une employée, Suzanne. C'est la présidente du conseil. Avant de vous décrire le visage de ma mère quand la vérité l'a percutée, dites-moi en commentaire, il est quelle heure chez vous ? Est-ce que vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille ? Pour comprendre pourquoi je n'ai pas sourcillé quand ma mère m'a prise pour le personnel, il faut revenir 15 ans en arrière, à la nuit où elle a décidé de me traiter de criminel. J'avais 13 ans. Je venais d'être acceptée dans un prestigieux stage d'architecture à Paris. L'inscription coûtait 12 500 €. Mes parents, Suzanne et Thomas, croulaient sous les dettes, mais se cachaient derrière des abonnements à des clubs privés et des voitures de luxe en leasing. Ils ne pouvaient pas me payer ce stage. Et leur orgueil les empêchait de l'admettre. Alors, ils ont choisi une autre issue. Une qui préservait leur image en me brisant. C'était un mardi. La bague ancienne en diamant de ma grand-mère avait disparu. Mon père n'a même pas cherché. Il est allé droit dans ma chambre, a ouvert mon tiroir de sous-vêtements et a sorti la bague comme un prestidigitateur. Il l'a jetée sur le lit. « On sait que tu l'as volée, Maya », a-t-il dit. Sa voix n'était pas fâchée. Elle était soulagée. « Tu voulais payer ton stage avec, pas vrai ? » J'ai nié. J'ai pleuré. Supplié. Alors ma mère a sorti l'arme ultime. Elle a saisi le téléphone fixe et composé 3 chiffres. « J'appelle la police, Maya », dit-elle, le doigt suspendu au-dessus du bouton. « Sauf si tu signes cette confession. » Admettant que j'avais un trouble du comportement et que je devais partir en centre de réinsertion. Sinon, c'était la détention pour mineurs dès ce soir-là. J'étais une ado naïve, terrifiée. Je les ai crus. Et j'ai signé. Avec du recul, je comprends ce qu'ils faisaient. Les psychologues appellent ça le piège de la cruauté normalisée. Mes parents n'étaient pas simplement cruels. Ils essayaient d'effacer leur honte financière en me la transférant. En me faisant passer pour une voleuse, ils se débarrassaient d'un poids. Si j'étais une fille à problème, ils n'étaient pas de mauvais parents. Ils devenaient des victimes, protégeant leur foyer. Ils ont transformé leur lâcheté en discipline. Fait de moi une méchante pour continuer à jouer au héros de leur propre naufrage. Ils ont bouclé ma vie dans une seule valise. Pas pour m'emmener dans un pensionnat ou un centre. Non. Ils m'ont conduite dans un quartier industriel de la banlieue sud de Lyon, où vivait mon oncle Guillaume. Guillaume, le mouton noir de la famille. Celui qui, soi-disant, avait tout gâché. Mon père a laissé le moteur tourner quand il m'a jeté sur le trottoir. C'est ton problème maintenant, a crié Thomas à la façade de l'immeuble. Qu'elle ne te vole pas ton argenterie. Quand ils ont démarré, m'abandonnant dans la neige fondue, j'ai compris qu'ils avaient fait bien pire que me rejeter, ils avaient volé ma réputation. Ils avaient raconté à chaque tante, cousin et ami que j'étais une voleuse, une menteuse. Ils avaient brûlé tous mes ponts. Impossible de revenir. Je suis restée figée, les pieds dans la gadoue, tremblante. Pas de froid. De choc. Je venais d'être éliminée comme dans une transaction soigneusement planifiée. Mon oncle ne m'a pas parlé de la bague. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là, grelottante, avec une valise qui sentait l'essence. Il m'a juste regardée avec des yeux d'acier et m'a demandé. « Tu sais utiliser Excel ?» Mes parents disaient que Guillaume était un raté. Un excentrique ruiné. Ils se trompaient. Guillaume était un géant endormi. Il ne vivait pas dans ce quartier délabré par défaut. Il en était le propriétaire. Il rachetait discrètement des immeubles à l'abandon, les rénovait en lieux uniques et posait les bases de ce qui deviendrait le groupe hôtelier Sterling. Je n'ai pas eu d'adolescence rebelle. J'ai eu une formation. Pendant que les filles de mon âge pensaient à leur robe de bal, moi, je décortiquais des bilans financiers et négociais avec les syndicats. J'ai troqué mon adolescence contre des parts. J'ai appris à lire un compte de résultats avant de savoir conduire. À 18 ans, je ne vivais plus dans sa chambre d'amis. Je gérais sa logistique. À 22, j'étais son associé de l'ombre. À 25, j'étais l'esprit derrière toute la machine. Les autres voient mon CV et parlent d'ascension fulgurante. Ils disent que je suis né leader.
Mais ils ne voient pas la chaîne invisible que je traîne chaque jour. Celle du survivant. Quand on vous jette dehors, par ceux qui vous ont donné la vie, on cesse de croire que son existence est un droit. On finit par croire que c'est une dette à payer tous les jours. Je ne travaillais pas 18 heures par jour par soif de pouvoir. Je le faisais parce qu'une partie terrifiée de mon cerveau croyait que si je cessais d'être utile ne serait-ce qu'une seconde, on me remettrait sur ce trottoir enneigé. Mon perfectionnisme n'était pas une qualité. C'était un réflexe de survie. Je n'ai pas bâti un empire pour m'enrichir. Je l'ai fait pour devenir indispensable. Je voulais peser si lourd, être si ancré par mes actifs et mon autorité, que personne ne pourrait plus jamais me jeter. Je ne construisais pas une carrière. Je construisais une forteresse. Mes parents n'en savaient rien. Pour eux, comme pour le reste de la famille, j'avais disparu. Mon oncle Guillaume a joué son rôle à la perfection. Quand ils appelaient, souvent pour emprunter de l'argent qu'ils ne rendraient jamais, il soupirait et leur disait que j'étais perdu ou en difficulté. Il les laissait croire que j'allais de petits boulots en cure de désintoxication. Il les laissait inventer ma déchéance. Parce que cela les tenait éloignés de mon succès. Ils savaient que s'ils voyaient ce que j'étais en train de devenir, ils voudraient en profiter. Quand Guillaume est mort d'un cancer du pancréas la semaine dernière, je n'ai pas juste perdu un oncle. J'ai perdu le seul qui m'ait vu comme un investissement digne d'être soutenu. Il m'a tout légué. Pas seulement sa fortune. Il m'a aussi laissé le poids de la couronne. Et maintenant, assise dans cette salle de réunion, attendant que les vautours réalisent qu'ils tournaient autour d'un faucon, je savais que le temps de me cacher était révolu. Le fantôme allait devenir bien réel. Vous avez vu cette vue? PDG, héritage, la belle vie. Britney filmait la skyline enneigée de Lyon à travers la vitre, prenant bien soin de me laisser hors cadre. Elle n'était pas là pour pleurer Guillaume. Elle était là pour exploiter son héritage en contenu. Elle me lança un regard méprisant, très loin de son image en ligne. Maya, sérieusement, le café. Et prends aussi de l'eau pétillante. J'ai la gorge sèche après le vol. Je ne bougeais pas. Je les observais simplement. C'était fascinant, presque scientifique, de voir à quel point ils n'avaient pas changé. C'étaient toujours les mêmes. Ceux qui avaient piégé une gamine de 13 ans. Mais leur avidité, aujourd'hui, était devenue fragile. Et désespérée. On commence? Grogna Thomas en regardant sa montre. Une Rolex que je savais fausse. Je connaissais trop bien leur niveau d'endettement. On a une réservation au Céleste à 20 heures. Elisabeth Vance se racla la gorge. Le son claqua comme un marteau de juge sur un bureau. Nous ne sommes pas ici pour discuter de dîner, Monsieur Price. Nous sommes ici pour régler la succession de William Price. Ah oui, la succession, reprit Suzanne en lissant sa jupe. Elle me fixa, sans chaleur dans le regard. Je sais que ça doit être gênant pour toi, Maya. Travailler ici comme assistante alors que ta famille possède tout ça. Mais ne t'inquiète pas. On va s'occuper de toi. Peut-être te garder pour le ménage. En fait, répondis-je d'un ton neutre, je ne suis pas l'assistante. Suzanne rit. Un petit rire cristallin, faux. Allons, arrête. On sait que Guillaume t'a recueilli par pitié. On t'a envoyé chez lui pour que tu apprennes la discipline. C'était notre cadeau pour toi, Maya, le cran. C'est nous qui t'avons endurci. L'audace était presque admirable. Ils réécrivaient l'histoire, en direct. Leur abandon devenait une méthode pédagogique. Dans leurs yeux, ils n'étaient pas des bourreaux. Ils étaient des éducateurs sévères, des forgerons de caractère. Nous contestons le testament, annonça Thomas en lâchant un énorme classeur sur la table. Il atterrit dans un bruit sourd. Guillaume n'avait plus toute sa tête à la fin. Avec tous ses médicaments pour le cancer. Il était vulnérable. Et on sait que tu étais là. À l'influencer, à manipuler un mourant pour récolter quelques miettes, ajouta Britney, enfin débarrassée de son téléphone. On veut les hôtels, Maya. Tous. La marque, les brevets, les biens immobiliers. C'est l'argent de la famille. Il nous revient. On t'offre un chèque de départ. 5 000 €. Tu prends et tu pars. Ils me regardaient, sûrs de leur triomphe. Ils croyaient négocier avec une enfant effrayée. Ils ne comprenaient pas qu'ils tentaient d'expulser l'architecte du bâtiment qu'elle avait conçu. Je n'étais pas en colère. Je ressentis juste le clic froid et net d'un piège qui se referme. Vous contestez le testament pour cause d'incompétence mentale? Demandai-je calmement. Exactement, répondit Thomas, bombant le torse. Et vous pensez que la succession vaut 58 millions d'euros? Au minimum, ajouta Britney. Je regardai Elisabeth. Elle fit un minuscule hochement de tête.
Il venait d'entrer en plein dans la zone de tir. Très bien. Ils voulaient la succession? J'allais leur montrer ce qu'elle contenait vraiment. Je ne criais pas. Je ne renversai pas la table. Je ne leur offris pas le spectacle émotionnel qu'ils espéraient. L'émotion est brouillonne. Les données, elles, sont parfaites. Je fis simplement un signe de tête à Elisabeth. Elle ouvrit sa mallette et fit glisser 3 dossiers en cuir sur la table d'obsidienne. Un pour Suzanne. Un pour Thomas. Un pour Britney. Les dossiers glissèrent sur le plateau lisse dans un sifflement tranchant, comme une lame dégainée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Suzanne, en fixant le dossier comme s'il allait mordre. « Un audit judiciaire, dis-je. On l'appelle le registre Sterling. » Guillaume était excentrique, oui. Mais surtout méticuleux. Il a tout noté. Chaque euro entré ou sorti de cette famille, ces 10 dernières années. Thomas ricana en ouvrant son dossier. On n'a jamais pris d'argent à Guillaume. On a emprunté à des banques. On a des lignes de crédit. Page 4, Thomas, dit Elisabeth d'une voix sèche comme un froissement de papier. Regarde le créancier de ton prêt pour l'expansion de ton entreprise en 2018, dis-je. Celui que tu n'as jamais remboursé. Northstar Capital. Un prêteur standard, lut Thomas. Northstar Capital est une société écran, l'interrompis-je. Entièrement détenue par William Price. Je vis la confusion se répandre sur son visage. Il tourna la page. Et le leasing de la Mercedes? Demandai-je. Acme Leasing. Autre société écran. Et l'hypothèque que vous avez prise pour financer la soirée de lancement de la marque de Britney à Monaco? Venture Horizon Trust. Encore une structure appartenant à Guillaume. Un silence glacial s'installa. Seuls les bruissements nerveux des pages qu'on tourne en hâte résonnaient dans la pièce. Ils ne lisaient plus des bilans. Ils étaient en train de lire l'autobiographie de leur propre incompétence. Vous pensiez que Guillaume était fauché parce qu'il vivait simplement, dis-je en me penchant en avant. Vous croyez duper le système, emprunter à des institutions sans visage, à manipuler ou à éviter. Mais Guillaume rachetait vos dettes. À chaque échec. À chaque excès. Chaque fois que vous aviez besoin d'un sauvetage, il rachetait les créances. Pas pour vous sauver. Pour tenir les comptes. C'est impossible, murmura Suzanne. Vous ne saviez pas, parce que vous ne regardiez jamais au-delà des apparences, répondis-je. Comme vous ne l'avez jamais fait avec moi. Vous croyez Guillaume idiot. Comme vous m'avez cru voleuse. Pendant que vous achetiez des apparences, nous achetions vos dettes. Je tapotais la feuille de calcul devant moi. Vous contestez le testament pour 58 millions d'euros. Mais selon cet audit, la famille Price a déjà prélevé environ 4 millions en prêts non remboursés, intérêts en défaut et pertes absorbées depuis 15 ans. Tu n'as pas été déshéritée, Suzanne. Tu as juste dépensé ton héritage, en avance. Des voitures que tu ne savais pas conduire. Des entreprises que tu ne savais pas gérer. Un train de vie que tu ne pouvais pas assumer. Britney laissa tomber son dossier. Il claqua sur la table. Donc il n'y a plus d'argent? Aussi, répondis-je en refermant calmement mon propre classeur. Il y en a. Mais il ne vous appartient pas. Il appartient aux créanciers. Et depuis la semaine dernière, quand j'ai pris la tête du groupe hôtelier Sterling et de toutes ses filiales. Ce créancier, c'est moi. Suzanne fixait l'audit. Son visage était livide. On aurait dit une femme essayant de résoudre un puzzle auquel il manquerait la moitié des pièces. Puis je vis le moment exact où son instinct de survie prit le relais. Elle claqua le dossier. Très bien, cracha-t-elle, la voix tremblante, mais reprenant ce ton d'arrogance qu'elle maîtrisait si bien. Garde les hôtels. Garde les dettes. On n'a pas besoin de ta pitié, Maya. On a notre maison à Villefranche-sur-Saône. Elle vaut 2 millions. Elle est payée. On la vendra. On tournera la page. Sans vous. Elle se leva, réajustant son manteau comme une matriarche digne. Viens, Thomas. Britney. On s'en va. On a encore un toit sur la tête, que tu ne peux pas toucher. Je ne bougeais pas. Je me contentais de tapoter la table envers du bout du doigt. Le son était sec, régulier, et terriblement fort dans cette pièce figée. Assieds-toi, Suzanne, dis-je. Ce n'était pas une demande. Pardon? S'étrangla-t-elle. J'ai dit, assieds-toi. Nous n'avons pas encore parlé du patrimoine immobilier. On t'a dit, s'emporta Thomas, le visage écarlate, garde les biens commerciaux. Mais la maison est à nous. Elle est à mon nom. Je regardai Elisabeth. Elle fouilla dans sa mallette une dernière fois et sortit un document relié de bleu, lourd, officiel. Ce n'était pas un audit. C'était un acte de propriété.
Tu te souviens, Thomas? Il y a 5 ans. Tu avais cessé de payer le crédit immobilier. Tu avais 6 mois de retard. La banque t'avait envoyé un préavis de saisie. Tu étais à 3 jours d'avoir un cadenas posé par un huissier. Sur la même porte par laquelle tu m'as mise dehors. Thomas se figea. Son regard passa de Britney à moi. Guillaume a arrangé ça. Il m'a dit qu'il avait parlé à la banque, qu'il avait géré. Guillaume n'a pas parlé à la banque, le corrigez-je. Il a racheté la créance. Il a tout payé, intégralement, et a acheté la maison pour arrêter la saisie. Malgré tout, il ne voulait pas que son frère se retrouve à la rue. Mais Guillaume n'était pas naïf. Il savait que s'il laissait l'acte à ton nom, tu l'hypothéquerais de nouveau. Pour un autre abonnement au golf. Ou un autre des projets ratés de Britney. Alors, il a transféré le titre de propriété. Transféré à qui? Souffla Suzanne. L'arrogance avait disparu. Elle laissait place à une terreur glacée. À un trust aveugle, intervint Elisabeth, en glissant le document bleu sur la table. Le trust MP13. Thomas plissa les yeux. MP13? Maya Price. 13 ans, dis-je. L'âge que j'avais quand vous m'avez accusé. L'âge où vous avez décidé que je ne méritais pas un foyer. La vérité les frappa comme un choc physique. Britney laissa tomber son téléphone. Suzanne s'agrippa au bord de la table, les jointures blanchies. Le vent hurla contre les vitres. Mais à l'intérieur, le silence était total. Je possède la maison, Suzanne, dis-je en me reculant dans mon fauteuil. Je la possède depuis 5 ans. Vous ne payez pas de crédit, parce qu'il n'y en a plus. Vous ne payez pas les impôts fonciers, parce que le trust les paie. Vous avez vécu là gratuitement. En tant qu'invité d'un trust conçu pour protéger le seul bien que vous aviez voulu jeter. Je vis les calculs se faire dans leurs yeux. Ils n'étaient pas juste ruinés. Ils étaient piégés. Ils étaient en train de squatter. Le toit qu'ils croyaient être leur dernier refuge, leur ultime bastion de statut, appartenait à la fille qu'ils avaient jetée dehors. Tu ne peux pas, balbutia Thomas. C'est notre maison. C'est mon actif, le corrigez-je. Et franchement, en tant que nouvelle gestionnaire du trust, je dois regarder les chiffres. La maison se dégrade. Le toit fuit. Le jardin est à l'abandon. Vous êtes de mauvais locataires. Nous sommes tes parents. Hurla Suzanne, la panique enfin visible. Tu ne peux pas expulser tes propres parents. Pourquoi pas? Demandai-je, sincèrement curieuse. Vous avez bien expulsé une gamine de 13 ans. Et pas seulement expulsé, vous m'avez piégé pour être sûr que je n'aurais nulle part où aller. Vous m'avez déposé dans le froid, à la périphérie de Lyon. Au moins moi, je vous laisse cette conversation dans une salle chauffée. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Dehors, la tempête faisait rage. Mais en moi, je sentais une force ancienne, immense. Ce n'était pas le pouvoir de l'argent. C'était le pouvoir du levier. Pendant 15 ans, j'avais attendu qu'on m'accorde le droit d'exister. Aujourd'hui, je détenais les clés de toute leur réalité. Je suis la propriétaire, murmurai-je à mon reflet dans la vitre. Et votre bail vient d'expirer. Le silence fut brisé par les sanglots de ma mère. Pas des larmes discrètes et théâtrales. Non, des pleurs bruyants, désespérés. Le genre de sanglots qu'on pousse quand toute son identité s'effondre. Thomas s'effondra dans son fauteuil. Il ne ressemblait plus à un patriarche. Mais à un homme qui venait de réaliser qu'il allait être sans abri. Pitié, implora Suzanne. Maya, pitié. On ne peut pas payer un loyer à Villefranche. On est à la retraite. On n'a plus rien. Vous aviez 2 millions d'euros en capital, dis-je en faisant glisser un stylo vers elle. Mais vous n'avez pas de trésorerie. C'est un problème de liquidité. Je ne ressentais pas de pitié. Seulement la satisfaction glacée d'un compte équilibré. Je ne vais pas vous expulser ce soir. Je ne suis pas vous. Je ne laisse pas les gens dehors, dans la neige. Mais je suis une femme d'affaires. Voici un bail locatif, avec un loyer mensuel de 6 000 euros, prix du marché dans ce quartier. Vous avez 30 jours pour le signer. Ou pour quitter les lieux. On ne peut pas payer ça, couina Britney, d'une voix fluette. Alors je te suggère de trouver un travail, répondis-je. Le groupe Sterling recrute du personnel d'entretien. Nous offrons des avantages compétitifs. Ils n'ont pas signé. Ils ne pouvaient pas. 3 semaines plus tard, ils déménageaient dans un 2 pièces d'une banlieue moins prestigieuse. Ils ont vendu la Mercedes. Ont cessé d'aller au club privé. Ils sont devenus ce qu'ils avaient toujours redouté. Ordinaire. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall du Sterling Lyon, fraîchement rénové. La neige avait disparu. La lumière du printemps entrait en silence.
Je n'étais pas là pour vérifier les listes d'invités. J'étais là pour couper un ruban. Derrière moi, gravé dans le verre dépoli, il y avait ces mots. Fondation Guillaume Price. C'est ici qu'intervient la justice de la Terre. La plupart pensent que la justice, c'est voir ses ennemis brûler. Mais brûler prend de l'énergie. Ça vous attache à eux. Ça vous maintient dans la haine. La vraie justice, ce n'est pas la destruction. C'est la création. C'est prendre le fumier qu'ils ont jeté sur vous et en faire l'engrais d'un jardin où ils ne seront jamais les bienvenus. La Fondation offre un logement et des bourses complètes, déclarez-je à la presse rassemblée. Pour les jeunes rejetés ou accusés à tort par leur famille. On ne leur donne pas juste une chambre. On leur donne un avocat. On leur donne un avenir. Je regardais la foule. Je vis Elisabeth Vance hocher la tête avec fierté. Je vis mon équipe, loyale, choisie une à une. Je consultais mon téléphone. Un message de Suzanne. Bloqué. Dans les spams. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Ils ont voulu m'enterrer dans la neige, il y a 15 ans. Ils ne savaient pas que j'étais une graine. Je n'ai pas juste survécu à leur hiver. J'ai racheté la terre. J'ai bâti le château. Et j'ai écrit les règles. C'est la seule vengeance qui compte. Ils ont tenté de m'effacer. Mais ils m'ont seulement aiguisé.